Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Cette semaine, mon invité est Miguel Ross. Ça me fait toujours plaisir de vous revenir avec une nouvelle émission, un nouvel invité, mais je dois vous avouer que aujourd'hui c'est très spécial parce que mon invité, ça fait un bout de temps qu'on aurait dû avoir fait l'entrevue. Pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait. Et c'est hier qu'on a dit, bon ben là c'est demain, le jour J. Et le jour J s'appelle Miguel Ross. D'abord, bonjour Miguel. Bonjour. Miguel, si tu le sais, en tout cas, je sais que mes auditeurs fidèles le savent, je commence toujours mes entrevues par le début de la vie de la personne. Mais bon, j'aime toujours dire aussi un peu comment on s'est connus. Et nous, moi, le souvenir que j'ai, on en parlait un peu avant le début de l'entrevue, c'était dans l'autobus qui nous menait à l'école Nazareth et Louis Braille, l'autobus 97. Je sais pas si toi t'as le même souvenir que moi, mais moi en tout cas c'est le souvenir que j'en ai. Un premier copain d'autobus, comme on dit. Oui, c'est vrai. Ça a été ton premier copain d'autobus, effectivement. Quand j'ai embarqué dans l'autobus, c'était en 83. Oui, c'est ça. Exact. Et là, bon, moi, c'était une nouvelle aventure, tout ça, mais toi, l'aventure était déjà commencée. Est-ce que tu peux nous dire un peu, premièrement, j'imagine que t'as pas de problème à nous dire en quelle année t'es né, dans quelles circonstances, à quel endroit tu es né? Ben, je suis né à Matane en 1973. C'est vrai, toi, t'es né à Matane. J'avais oublié ça. Oui. Mm-hmm. En 1973, oui. Oui, je suis né à Matane en 1973. Évidemment, mes parents, ne sachant pas tout de suite mon handicap visuel, parce qu'évidemment, on s'entend qu'en 73, les docteurs, ces choses-là, ben, c'était pas aussi évolué qu'aujourd'hui. Donc, détecter ça, c'était pas de même. Ça se détectait pas comme ça, là. Puis, c'est ça. Je suis né à l'hôpital de Matane. Mes parents sont natifs des Méchins, qui se trouvent être pas loin de Matane, peut-être une demi-heure de Matane à peu près. OK. Et puis, évidemment, ben, ils ont dû déménager, quand ils ont su mon handicap, ben, ils ont dû déménager à Montréal. Puis mon père s'est trouvé un travail chez Poste Canada. Okay. Et c'est à l'âge de 2 ans, exactement, que j'ai d'abord été à Ville d'Anjou, parce qu'on s'était trouvé un petit appartement à Ville d'Anjou en attendant que mon père ait suffisamment d'argent pour acheter une maison à Saint-Hubert sur la rue Rochelot. Là où on s'est connus, là, parce que oui, quand t'allais à l'autobus, là, c'était la rue Rochelot. Oui, au 3415 Rochelot, je me souviens même de l'adresse. Mais comment qu'on s'est aperçu de ton handicap? C'était causé par quoi? Ben, le fait, c'était que on me passait des choses devant les yeux, puis au début, ils comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Les gens comprenaient pas, les docteurs comprenaient pas qu'est-ce qu'il y avait. Parce que j'étais capable de marcher, oui, j'étais capable de gazouiller, oui, j'étais capable de tout ça, mais j'étais porté aussi à plus toucher avec mes mains que regarder avec mes yeux. Fait que au début, ils comprenaient pas. OK, c'est vraiment parce qu'ils s'apercevaient que t'avais pas l'air de voir les... C'est ça, je regardais pas, tu sais, j'avais pas le regard, là, tu sais, j'avais pas la possibilité de virer ma tête d'un bord comme de l'autre. Fait que là, ils voyaient que ça restait stagne, sauf que ils ont réussi à allumer à un moment donné parce qu'ils se sont aperçus qu'en bougeant mes mains, en voyant mes mains toucher un peu partout, ben là, c'est là qu'ils ont dit, ben là... Ils voient pas. Puis tu voyais pas du tout. Je voyais la lumière. OK. Puis ça s'est estompé avec le temps. OK. Ça que là, maintenant, c'est plus rien. Non. OK. Non. Est-ce que tu te souviens de ça, d'avoir vu la lumière ou... Non, même peut-être beaucoup. OK, même pas. OK. Mais non. OK, d'accord. C'est que là, vous avez déménagé, bon, à Ville d'Anjou, ensuite à Saint-Hubert, tout ça. Et c'est là que tu as commencé l'école?
Oui, à partir de l'âge de 5 ans, j'ai été à l'école, à la maternelle, dans une école de quartier qui était l'école de Maricourt, qui était à Saint-Hubert. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je m'en souviens très bien. Ben oui, mais de toute façon, je te l'aurais demandé. Parce que bon, t'as fait quand même ta maternelle dans une école régulière, dans ton école de quartier, et en plus, ça t'a marqué. Oui. OK. Beaucoup. OK. Ça m'a marqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est parce que premièrement, le fameux professeur qui était là, d'abord, il fallait l'appeler ma tante Thérèse. Ma tante? Ah oui, oui. Ma tante? C'est la première fois que ma j'entends tante ça. Thérèse. Un professeur qu'on doit appeler ma tante. OK. Ma tante Thérèse. D'accord. Écrivez-moi que cette ma tante Thérèse-là était quelque chose. C'était toute une ma tante Thérèse. Laissez-moi vous dire ça. Et comment qu'elle percevait ça, elle, avoir quelqu'un avec un problème de vision dans Elle sa avait chambre? de la difficulté avec ça. Elle avait de la misère au niveau du fait que je voyais pas, puis tout ça, tu sais. Puis, je t'avoue que on pourrait dire, pas élever les enfants, tu sais, pas apprendre à enseigner, dresser. Je dirais dresser plus qu'enseigner. OK, toi, c'est dresser le terme que tu utiliserais. Oui, OK. oui. Et là, concrètement, Miguel, qu'est-ce que tu te souviens de... Ah, je me souviens de tout. Je peux tout raconter ce que cette tante Thérèse faisait. Ben, donne-nous un exemple concret, là, parce que je pense que tu as piqué notre curiosité. Donc, cette tante Thérèse, ce qu'elle faisait, c'est que le matin, au début, quand les parents étaient là, parce que il faut comprendre que j'ai su que quand on rentrait à la maternelle, dans les débuts, au tout début, la mère ou le père venait surveiller devant l'école, voir si tout se passait bien dans la classe. OK. Donc, au tout début, quand ma mère était là, évidemment, la tante Thérèse, elle faisait sa file, en quelque part. Oui. Donc, elle disait aux gens, quand c'était le temps qu'elle voulait parler pour tous les élèves, elle disait « silence ». Fait que là, les gens se taisaient, puis tout ça. Mais de la minute que les parents sont partis, c'était plus silence. Un coup de sifflet. Comme pour les chiens. Exactement, là. Un gros coup de sifflet, là. Oh, bon. Tu sais, improvisation mixte qu'il y a pour titre, là. Ben, c'est à peu près ça, là. Comme un arbitre, là. Un coup de sifflet, là. Tu sais? OK. Et puis, évidemment, ben, c'était quasiment comme à l'armée, là. Tu sais, quand c'était le temps de la sieste, elle nous disait sieste. Fait qu'il fallait aller chercher nos serviettes, les mettre par terre puis se coucher. Puis là, pour essayer de nous endormir, ben, elle nous chantait le Haut-Canada. Ben voyons donc. Je te le jure, elle nous chantait le Haut-Canada. Puis à un moment donné, ben, qu'est-ce que tu veux, moi, curieux comme je suis? Ben là, je disais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Fait que, là, elle me disait, hey, tais-toi, toi! Fait que là, Ben voyons donc. Au Canada. ben oui. Ah, ici, on le chantait ensemble. Puis avec la voix de Grébiche, là. Au Canada, Oh boy. Ça, terre de nos aïeux. ça devait être de toute beauté. Oh, que c'était beau. Mais C'était est-ce que vous vous endormiez avec ça? pas en tout. C'est qu'en tout cas pas moi. Tabarnouche. Oh boy. Tu sais, elle nous donnait pas les explications. C'était toujours la même rengaine à tous les jours, là. OK. Tu sais? Vraiment, là. Et là, OK, ben, est-ce que c'est l'événement le plus marquant, ça, Miguel? Ben, c'est que elle, disons que elle s'occupait des autres, mais elle s'occupait de moi moins. Fait que tu voyais qu'elle acceptait pas le fait que tout ça. C'est que ça, toi, déjà, tu l'as senti, que Oui. t'étais à part. Oui. Et là, bon, en maternelle, on fait plein d'activités quand même qui demandent... Ah, pour y participer, j'y participais, par exemple, aux activités. C'est juste que tu voyais que quand j'essayais d'y parler, elle était très distante. Puis OK. par chance, il y avait sœur Marie-Paul Arsenault qui était là, Ah, OK. qui m'a quand même accompagné le long de la maternelle, parce que, écoute, je suis pas sûr que avec tante Thérèse tout seul, j'aurais fait quelque chose de miraculeux.
OK. Tu sais. Donc, j'ai, pour aussi bien dire, à un moment donné, il y a un événement, par exemple, qui est comique, mais qu'en réalité, c'était pas trop comique, mais ma mère, elle avait pris ma défense cette fois-là. C'est que à toutes les fois qu'il fallait que j'aille à la toilette, il fallait tout le temps qu'il y ait un petit gars ou une petite fille qui m'accompagne dans les toilettes, parce que ma tante Thérèse voulait pas que j'y aille tout seul dans les toilettes. OK. Puis les autres, ils allaient tout seuls dans les toilettes. Fait que là, à un moment donné, je me suis écœuré. Parce que j'étais écœuré, tu sais, moi, quelque part, j'avais beau être petit, mais mon intimité dans les toilettes, je pouvais-tu pisser tranquille dans les toilettes? Pourquoi? Est-ce que tu étais plus petit que les autres à ce moment-là? Non, mais, je veux dire, même si j'étais un petit peu de 5 que tu étais ans. handicapé. Oui, mais vous aviez tous cet âge-là. Là. Ben oui. C'est que c'était plus par rapport à ton handicap que... Qu'elle me faisait accompagner. Mais tu sais, moi, le petit gars, il voyait tout, là, ce qui se passait. J'étais là, voyons. Oui, non, OK. Mais ça, je comprends. Fait que je m'étais arrangé à un moment donné avec le petit gars, un des petits gars qui m'accompagnait puis qui m'aimait beaucoup. Là, j'y avais dit, écoute, là, pour l'instant, reste en dehors de la toilette, là. Je suis capable. Je vais te montrer que je suis capable, mais c'est parce que je veux pas que tu vois ce qui va se passer. Ça, c'est ma mère qui me l'a conté, OK? Ça, je m'en souvenais pas, mais faut dire que j'ai fait... De toute façon, j'ai toujours été, moi, dans la vie, fonceur. J'ai toujours voulu faire valoir mes points. Puis quand ça marche pas, puis c'est bien de valeur, mais tu vas le savoir. Tu sais? Fait que, à un moment donné, je suis dans la toilette, je pogne le couvert du réservoir de la toilette, puis je le pitch dans les airs, puis je le fais tomber à terre. Casse le couvert du réservoir de la toilette. Évidemment, quand tante Thérèse a entendu bruit là, qu'est-ce qui se passe, là? Fait que là, elle s'est envenue, puis elle a constaté le dégât, évidemment. On a demandé à mes parents de venir me chercher, parce qu'évidemment, eux autres, ils acceptaient pas ça. Quand ma mère a eu l'appel de l'école de Maricourt, elle a dit, écoutez bien, là, vous êtes même pas capable de le laisser, ne serait-ce qu'autonome, 1 minute pour aller aux toilettes. Il a bien fait de le faire, avez-vous compris? Fait que finalement, le restant de l'année, j'ai pu aller aux toilettes tout seul. Mais Donc, j'ai gagné mon point. Oui. Ah bah. Tu sais? Hey, mesdames et messieurs, ça fait 50 émissions que je fais, puis ce que je craignais depuis le début est en train d'arriver. Je vais perdre le contrôle parce que je ris trop. Ça n'a pas de bon sens. Alors que, tu sais, on s'entend que c'était pas drôle à l'époque, mais là, aujourd'hui, je pense qu'on peut bien en rire. Oui, absolument. OK. Ben, tu sais, malheureusement, ça m'a révolté, ça. Qu'est-ce que tu veux? La pauvre Micheline, quand je suis arrivé en première année après. Oui, là. parce que là, bon, j'imagine qu'il était pas question que tu fasses ta première année à l'école de quartier. Ah non, il n'y en était pas question, parce que là, Marie-Paul m'avait parlé qu'il y avait une école spéciale pour nous autres, puis tout ça. Fait qu'à ce moment-là, parce que à l'école spéciale qu'on avait pour nous autres, il n'y en avait pas de maternelle à ce moment-là. OK, il n'y avait pas de maternelle. Non, il n'y avait pas de maternelle. OK, d'accord. Donc, je me souvenais pas de ça, mais moi, j'ai pas fait j'ai fait ma maternelle en Abitibi aussi, là, ça fait que, bon. Micheline, cette pauvre Micheline. Ah là, cette pauvre Micheline, écoute, j'ai doublé mon année en plus, elle n'a pas été chanceuse, elle m'a eu 2 ans de temps. La pauvre. Écoute, j'étais tellement révolté par cette espèce de tante Thérèse-là, là, que ça a été une libération quand je suis arrivé là-bas. C'est sûr, c'est pas fin quand tu y penses, sur le coup, mais Micheline, elle voyait pas. Donc, hey, c'était-tu pas le bonheur, esti, qui jouait des coups? Elle voyait pas ce que je ferais. Hey! T'en as profité? Et que j'en ai profité. Écoute, je les ai menés le diable à eux autres. Écoute, je me suis promené dans les ascenseurs, je me promenais d'un étage à l'autre. Oh. Tout le kit. Puis quand ça me tentait de revenir en classe, je revenais quand ça me tentait. Puis à un moment donné, ben je me souviendrai toujours d'une fois, ben là, elle faisait faire de la lecture, puis là, à un moment donné, c'était rendu à mon tour, mais moi, j'avais pas fait de bruit. J'avais sacré le camp de la classe. T'avais quitté la classe. Oui. Pendant le cours. Puis là, ma Micheline, à un moment donné, elle avait dit,
Miguel, c'est à ton tour. Miguel! Plus de Miguel. Plus de Miguel, il est parti. Il est allé jouer dans les ascenseurs et tout et tout. Et ça, moi, le souvenir que j'ai, un des premiers, Oui. je pense que ça s'est un petit peu amélioré avec le temps. Mais tu touchais à tout, hein, les boutons. Ah oui, même dans les autobus, les chauffeurs, Tout, ils tout, capotaient. tout. Regarde. Les boutons, les cassettes, là, tu voulais avoir tous les magnétophones, les cassettes, Ah oui, je touche à tout. Oui. tous les boutons, tout. Oui. C'est que l'ascenseur, j'imagine que non seulement ça te permettait de passer d'un étage à l'autre, mais en plus, bon, ça te permettait de peser sur les boutons. Oui, absolument. Aïe aïe! Mais, OK. Puis là, bon, t'as doublé ta première année, mais qu'est-ce qui s'est passé par après? Est-ce que tu t'es calmé? Ben oui, absolument. J'aimerais un instant m'introduire dans votre conversation, les amis. C'est Katia et c'est moi qui rigole en arrière depuis tout à l'heure avec la tante Thérèse. Puis je suis sûre qu'on m'entend rire. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Miguel, il aimait tellement toucher à tout que même les filtreurs de piscine, ça l'intéressait. Ah non, mais j'étais rendu là. Et je me rappelle qu'une J'étais fois, on se rendu baignait et là. l'eau descendait. J'étais Oh non. rendu là, oui. Oh J'étais non. rendu là. J'ai eu peur que tu le sautes vu que tu disais que tu t'étais calmé. Parce que... J'aurais pas laissé faire ça. Ben non, j'étais pas prêt à le sauter, inquiète-toi pas. Fait que ça, c'est quoi? Là, t'as vendu mon punch, là. OK, mais gars. Raconte-le comme il faut. Oui, raconte-le. Fait que l'idée, c'est qu'à un moment donné, ben, on a eu le malheur, ok, quand j'allais me baigner à la piscine, on a eu le malheur de me montrer le petit local où était situé le filtreur à piscine. Évidemment, Ça devenait un nouveau le centre petit de- local était barré. Mhm. Mais il y a quelqu'un, un jour, qui a eu le malheur de le laisser débarrer. Oh, non. Oh, quelle joie! Donc, je suis rentré dans Oh, dans mon cette Dieu. salle du filtreur de piscine et j'ai commencé à tatiner un peu partout. Et je voyais qu'il y avait des valves de toutes sortes. Oh non. Quel- Et je me suis amusé à les tourner. Et je voyais que le bruit changeait. Et tout. Là, il y avait des gens dans la piscine. Oui, absolument. Puis là, à un moment donné, l'autre Toi, s'est t'aurais mis à dû être dans la monter. piscine ou... Non, c'était une autre classe qui était là. C'était ma classe. Fait que là, l'eau s'est mis à monter, à un moment donné, elle s'est mis à baisser, à un moment donné, elle s'est mis à refroidir, à réchauffer. En tout cas, j'ai joué avec ça un bon bout de temps. À un moment donné, puis mais le pire, c'est parce que j'aurais pu, sérieusement, là, si ça continuait comme ça, là, j'aurais pu faire en sorte de faire une inondation dans le filtreur de la piscine. Là. Parce que les tanks qui étaient là, à un moment donné, ça serait tellement rempli que ça aurait pu... Ça aurait tout débordé. Ah oui, ça aurait pu vraiment faire quelque chose de grave. Là, tu sais. Je reconnais. que Oui, mais là, on c'est- s'entend que t'étais un enfant. Oui. Hein? Curieux de nature. Puis qu'il y a quelqu'un qui avait malencontreusement oublié de barrer la porte. Exactement. Et je voulais tellement l'espérer. Je l'espérais. Tu sais, dans la vie, quand on espère quelque chose, là, puis qu'on le veut, là, ben, même si t'es enfant, ça finit toujours par se réaliser par la force des choses. Et là, hein. ça, c'était quelque chose que tu souhaitais ardemment. Ah, que je caressais. Absolument. Je le souhaitais ardemment. Je caressais ce rêve depuis longtemps. Donc, OK. Mais là, à un moment donné, est-ce que quelqu'un est venu te sortir de... ben, c'est Gisèle-là qui m'a Oh, surpris. mon Dieu, Gisela. Oui. Gisèle-là, par contre, elle a été douce, tu sais. OK. Elle est venue me voir, m'a dit, Miguel, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, sur le coup, comme ça a été l'effet de surprise. Qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Mais après ça, ben, c'est Micheline, par exemple, qui a été un petit peu moins douce, cette fois-là. OK. Et là, que s'est-il passé? Parce que bon, j'imagine que... parce que
t'es demeuré quand même. T'as pas changé du tout au tout. T'as comme continué à être curieux puis à être... Oui, mais je m'étais calmé, là. J'avais plus envie d'aller dans les ascenseurs, puis, tu sais, j'ai faisais plus ces crises-là, là, parce que là, il y en a bien, des éducateurs qui venaient me reconduire en classe, puis je faisais des méchantes crises pour embarquer dans les ascenseurs, puis tout, puis ils me retenaient, hein, puis tasse-toi de là, ils ont eu de la misère en maudit avec moi en première année, je peux te dire ça, là. Tu leur as donné du fil à retordre. Ah oui, absolument. Autant ceux du module que ceux de... Ah non, c'était terrible ce que je les ai fait subir. Et là, bon, moi, ce que je me souviens aussi de toi, c'est que moi, j'étais genre en 2e année quand je suis arrivé, puis tu m'apprenais des abréviations braille. Puis là, ben oui. Et je me rappelle parce que moi, j'ai pas eu Rita, j'ai eu Juliette. Hein. Oui. J'ai eu Juliette en 2e année. Puis à un moment donné, puis c'était pas au programme les abréviations en 2e année, il me semble. Et j'avais été réciter des abréviations à Juliette, puis Juliette, elle m'avait dit qui t'a appris ça? Puis j'avais dit c'est Miguel. Puis elle avait dit ben oui, hein, c'est, tu sais, en voulant dire Miguel, il est plus vieux, il te montre des affaires, tu sais. Non, mais Juliette, je suis sûr qu'elle était pour ça. Parce que Juliette était tellement, ça je me souviens d'elle quand même, c'était tellement important que t'apprennes ton braille, que t'en apprennes plus. Je suis sûr qu'elle était pas contre ça, bien au contraire. Je veux dire, elle m'a jamais fait... de réprimande. Personne m'a jamais dit de pas apprendre, là. C'est ça. Ça fait que, forcément... Fait que même si t'étais en 2e année et que c'était pas au programme, je suis sûr que Juliette était très contente de ça. En tout cas, puis je pense qu'elle était contente qu'il y ait un élève, tu sais, qui me montrait des affaires positives, là. Tu sais, ça fait que... c'est ça. Ça, c'est une autre chose que je me souviens de toi, ça. Je suis content de savoir que je te montrais ça. Hey, c'est bon, ça. Oui, parce que moi, le braille, je l'avais appris quand même assez vite. Puis j'imagine qu'à un moment donné, tu devais me parler de braille abrégé. Puis j'ai commencé à assimiler ça. Puis bon, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es à point par point. Hein? Je sais pas, sûrement. Il y a sûrement un lien qui s'est fait à un moment donné. Moi, je vois ça. Là, quelque part, qu'aujourd'hui, si ton métier est rendu à point par point, c'est parce que, en quelque part, de la traduction braille, c'était dans ton sang, là. L'importance du braille aussi, j'imagine. Aussi. Parce que, bon, j'étais révolté, moi aussi, quand je suis arrivé, hein. Puis, je pense que quand j'ai appris le braille, puis qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire, bon, je peux faire comme les autres, je peux lire, puis écrire, puis être capable de me relire facilement. Je pense que ça a été une révélation. Oui. Donc, forcément, ça paraît, ça a des répercussions positives. Absolument. Mais toi, Miguel, bon, ensuite, est-ce que t'as fait toute ta scolarité, toi? À Jean-Coilette, oui, jusqu'à l'âge adulte, oui. Un autre petit souvenir que j'ai, quand on avait fait un spectacle de fin d'année une fois avec Marie-Cécile Leclerc, t'avais écrit un espèce de discours, puis je pense que tu disais ça. Je pense que t'avais doublé ta 4e année aussi, ça se peut-tu? Oui. Avec cette Nicole, puis après ça, l'autre année, t'as eu un autre prof. C'était-tu Lise Ladouceur? Non. Oui, dans la 2e shot que j'ai doublé ma 4e année, oui, c'était Lise. C'est ça, ok. C'était Lise, oui. Ça, je me souviens de ça. Elle aussi, ça a été quand même, elle aussi, je peux dire, à sa façon, ça a été une bonne personne. Puis c'est sûr qu'elle a été peut-être un peu plus sévère que Rita, mais écoute, à l'âge que j'avais, j'étais capable de prendre ça, là. OK. Je veux dire, Lise, elle avait pas le choix à un moment donné. T'acceptais un peu plus oui, parce que, tu sais, elle voulait qu'on réussisse, puis tu sais, dans le fond, elle avait pas le choix, là, quelque part, là, pour me ramener, comme on dit, sur les... Mais il faut dire aussi que j'ai eu, par rapport à ça, un genre de TDEH, quelque part, là, parce que c'est ce que le docteur Geoffroy, qui était mon neurologue à l'époque, avait comme décelé. À cette époque-là? Oui. OK. Puis j'ai dû prendre du Ritalin pour me calmer puis pour mieux me concentrer. Parce qu'on n'entendait pas souvent parler de ça à cette époque-là. C'est ça. Ah oui, OK, c'est que t'as pris du Ritalin. Oui, pour mieux me concentrer à l'école en 4e, 5e, 6e année. Et j'ai puis, comme pas eu ben le choix là, de faire ça. Okay. À un moment donné, moi-même, je me suis écœuré puis j'ai arrêté de le prendre parce que,
ça donnait des brûlements d'estomac. Il y avait certains effets secondaires qui accompagnaient ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné des effets secondaires, tu sais. Puis je me suis rendu compte que malgré que je l'avais arrêté, au moment où je l'avais arrêté, je te dirais, c'était à peu près dans la fin de la 6e année, je me rendais compte que finalement, j'en avais plus besoin, que c'était pas une dépendance absolue, là. Puis t'avais réussi à mieux te concentrer, puis à... Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. Fait qu'après ça, Le secondaire, comment ça a été? 5e, 6e année, je peux dire, ça s'est très bien passé parce que Roger Taillon, au début, j'en ai eu peur un peu, mais je me suis bien rendu compte que c'était un gars quand même qui était très gentil. Il savait lui aussi parler aux élèves. Très, très, très gentil. Puis évidemment, on était accompagnés avec Marie-Cécile Leclerc qui faisait des activités avec la classe de 6e année en même temps que moi qui étais en 5e. Fait que tu sais, Marie-Cécile Leclerc, là, elle aussi, c'est une bonne sœur qui nous a bien, disons, qui a été capable de mettre dans quelque part sur le droit chemin, elle aussi. Okay. Tu sais, quelque part, j'ai eu quand même de la chance en 5e pas en 6e année. Je peux te dire, ça a été les plus belles années que j'ai eues. Ah oui, en tout et pour tout? En tout et pour tout. OK. C'est les plus belles années que j'ai eues, ça a été avec Marie-Cécile Leclerc et Roger Taillon. Ça a été vraiment mes plus belles années. Puis évidemment, côté anglais, on s'entend que Monique Forgette, c'était une bonne prof d'anglais. Puis elle nous suivait une bonne partie du primaire aussi. Oui. Puis d'ailleurs, c'est grâce à elle, quelque part, que j'ai été capable d'apprendre l'anglais, puis d'être capable de lire en anglais. Moi, c'est sûr que, mis à part les cours, ça m'arrivait souvent de lire des manuels d'instruction en anglais de différents appareils. Là, ça pouvait être l'exemple dans le temps, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais dans le temps du secondaire, quand on a commencé à faire de l'ISI, qui était l'initiation au système informatique, et qu'on avait un Versabraille, un VB2+, à l'époque. Ben oui. C'est sûr que j'ai eu la chance par une de mes amies, Brigitte, qui était à l'école à ce moment-là. Elle avait... Trépanier. Oui, Brigitte Trépanier, effectivement. Oui. Elle avait les manuels du VB2+, puis elle savait pas quoi en faire avec. Fait que moi, je lui avais dit, donne-moi-les, je vais regarder c'est quoi. Fait que j'ai pris à peine de lire le manuel au complet pour comprendre des choses que Jacques nous expliquait, mais Jacques Larose, évidemment, qui est aujourd'hui décédé, malheureusement. Oui. Parce que moi, Jacques, OK, il y avait ses côtés sévères aussi, mais Jacques, là, quand tu étais capable d'apprendre avec lui, c'était un très bon professeur. Mais toi, d'avoir lu de toute façon des manuels d'instruction en anglais de surcroît, ça a dû quand même grandement t'aider parce que ça t'a donné du vocabulaire. C'est ça, exactement. Ça t'a permis de comprendre plusieurs. Évidemment, ça a commencé au secondaire parce qu'évidemment, au primaire, on s'entend que c'était l'anglais intégral. Oui. Mais quand on a commencé à apprendre l'anglais abrégé au secondaire, c'est à partir de là que j'ai commencé à lire les manuels. Puis on s'entend que les manuels d'instruction pour ce genre d'appareil-là, c'était écrit en anglais abrégé. Oui. Automatiquement, les abréviations anglaises, j'ai comme pas eu le choix de les assimiler en lisant ces manuels-là. Mais on s'entend aussi que ça t'intéressait de lire ça. Ça fait forcément, quand ça nous intéresse, c'est ça. Ça s'assimile mieux. Parce que veux pas, je me suis intéressé à l'informatique très jeune. Oui. Et quand je dis très jeune, c'est parce que je peux dire que moi, l'informatique, c'est peut-être niaiseux pour certains, mais ça a été les jeux vidéo qui ont été... C'est à ça que je pensais au moment où tu as commencé à parler de l'informatique jeune. Parce que on jouait à des jeux vidéo. Oui. Sur la télévision. Exactement. Les Intellivision, les ColecoVision, les Atari 2600, c'est toutes des choses... OK, c'était très basic, si on veut, très de base, là. Tu sais, c'était pas les meilleures images au monde comme aujourd'hui avec les PlayStation et tout, mais d'ailleurs, aujourd'hui, les jeux comme les PlayStation et tout, j'ai décroché. Oui, parce que moi, je me souviens qu'il y avait des jeux sur la télévision ou peut-être plus sur le Coleco. Tu comptais les pas des bonhommes, là. Oui, puis j'étais capable de me faire un trajet dans ma tête, comment c'était fait, et oui. tout, puis
Sérieusement. C'est quand, l'image a beau pas être belle visuellement, toi, tu la voyais pas, l'image, puis tu étais capable de jouer. Ben, j'ai même fait en braille sur une feuille de papier, j'avais fait le tableau de Donkey Kong au complet, le premier tableau de Donkey Kong au complet, en braille, puis quand mon père et ma mère ils ont vu ça, ben ils se sont bien vite rendus compte que c'était identique à ce qu'il y avait à l'écran. Que tu le figurais, là, parfaitement. Oui. Puis tu trouvais des trucs, je me souviens, à Donkey Kong, là, tu t'avais trouvé un truc, là, on pouvait reculer le bonhomme, puis avancer, puis là, on sautait, puis ça te changeait le tableau. Puis je me rappelle de tout ça, c'était fou. Fait que c'est tous des trucs ce que j'avais trouvé. Ben c'est sûr qu'il y avait mon ami Frédéric Cyr, qui aujourd'hui, j'y ai déjà reparlé, là, peut-être 1 an ou 2, là, je l'avais retrouvé, puis d'ailleurs, je suis sûr que je pourrais le retrouver encore. Mais il est, lui, là, écoute, c'était mon chum de gars quand je restais sur Rochelot, parce qu'il faut dire que je suis pas resté sur Rochelot tout le temps. J'ai fini par déménager de Rochelot à un moment donné en 2007-2008, là, c'était pas mal la fin de Rochelot. OK. Mais t'étais plus à l'école. 87-88 plutôt. OK. C'était pas mal la fin de Rochelot. Oh, là, je me disais, OK. Parce que j'étais plus, comme on dit, mes parents s'étaient divorcés, puis là, évidemment, ben, comme la maison, ma mère, elle pouvait pas tenir maison de cette maison-là, parce que il y avait encore des paiements à faire dessus, puis c'était quand même trop cher pour elle. Donc, ma mère et mon père ont décidé de vendre la maison pour que, par la suite, je me ramasse dans une maison mobile avec ma mère puis ma sœur. Puis évidemment, c'était beaucoup plus petit. J'avais plus de piscine parce qu'en tout dernier, on avait une piscine, mais là, il n'avait plus. C'est sûr que ça a été malheureux, mais qu'est-ce que tu veux, on n'a pas eu le choix de vivre avec. Puis, mais ce Frédéric, c'était un ami qui restait pas loin de chez toi? En face de chez moi. En face, OK. Sur la rue Rochelot. Et là, vous jouiez à des jeux vidéo ensemble? C'est quoi? Ben oui, on a joué à ça ensemble. Okay. Puis j'ai connu différentes choses au niveau du Coleco. J'ai même connu l'ordinateur Adam, qui était un ordinateur fait par Coleco, là, mais qui était c'était vraiment là c'était quelque chose quand même qui était assez révolutionnaire, je te dirais, pour l'époque. Ça a été c'était une belle machine, là. Sérieusement, c'était quelque chose de le fun à jouer, puis les jeux de Adam, c'était à peu près pareil comme les jeux de Coleco, mais un peu plus perfectionnés. Mais de toute façon, Miguel, t'as suivi les époques autant dans les jeux vidéo que dans j'allais dire les afficheurs braille, là, ce que le Versabraille. Ça, par contre, c'est aussitôt que je suis arrivé au Versabraille, c'est là que je me suis rendu compte que moi, l'informatique, ça m'intéressait parce que mon père, à ce moment-là, s'est ramassé avec un ordinateur, les premiers qui ont sorti, là, qui valaient une fortune, mais que dans ce temps-là, c'était des 80-85 avec 80-86 avec 20 megs de disque dur, puis 640 codes RAM. Il y avait rien là-dedans, là, comparativement. C'est ça, mais à l'époque, c'était la grosse bebelle à l'époque, tu sais, avec MS-DOS, puis tout ça, là, tu sais, fait que à partir de là, c'est après les jeux vidéo, parce qu'évidemment, il faut quand même dire qu'avant d'en arriver aux ordinateurs, j'ai quand même eu le Nintendo 8-bit, là, le Entertainment System, là, le premier. Que d'ailleurs, c'est toi qui m'as fait entendre ça le premier. Pour vrai? Oui. Tu m'avais fait entendre ça le premier, je t'avais donné une cassette, puis je voulais que tu m'enregistres c'était quoi Mario Bros. Je me rappelle pas de ça. Puis quand j'ai vu le bruit que ça faisait, puis qu'il y avait des percussions, puis tout, j'ai dit « Hey, c'est le fun, ça, cette affaire-là! » Puis là, j'ai voulu savoir, en voulant savoir plus c'était quoi, puis là, par exemple, j'avoue, humblement, c'était dans les premiers temps où j'ai sorti avec Katia, j'avais 14 ans à ce moment-là, et j'étais venu à la fête à Katia. Mais aujourd'hui, j'y repense, puis quelle honte, n'est-ce pas? Mais voyons. Écoute, je me suis mis à peu près à faire ce que je faisais quand j'étais petit, fouiller partout. Disons que la mère à Katia, elle l'a pas trop apprécié, puis avec raison.
Elle l'a pas dit sur le coup, mais après, quand j'ai voulu revoir Katia, parce que j'étais supposé de sortir avec à ce moment-là, ben, elle voulait pas que j'y retourne au début. Parce qu'elle me trouvait trop... C'était la première fois que tu rencontrais la mère de Katia? Oui, puis elle a été traumatisée en quelque part. Puis je la comprends, la pauvre. Tu sais, quelque part, là. Elle a été traumatisée, puis hey, moi, je voulais voir ça, c'était quoi le Nintendo, puis ah ouais, tu sais. Ah, parce que Katia avait un Nintendo? Ben oui. OK. Puis c'est grâce à elle que j'ai racheté un pour moi aussi après, là. OK. Tu sais. Puis là, ben, c'est ça. Fait qu'après le Nintendo, ben, est venu l'ordinateur, le fameux ordinateur que mon père avait, que je pluguais mon Versabraille dessus, parce que c'est sûr qu'il y a eu le Versabraille. OK, mais t'étais capable de brancher le Versabraille là-dessus? Oui, puis je m'en servais comme afficheur braille avec le programme qui s'appelait Softbit. OK. Qui était un programme que tu chargeais dans le Versabraille, puis tu avais un programme que tu chargeais dans l'ordinateur. Puis les deux programmes se communiquaient via un câble série. OK. Donc, autrement dit, le Versabraille devenait ni plus ni moins un afficheur braille pour afficher ce qui se passait à l'écran de l'ordinateur. Puis ça, c'est par rapport à ça. Puis, évidemment, ben, j'ai fait longtemps avec ça, parce qu'à un moment donné, à mes 18 ans, je me suis acheté un ordinateur, mon premier ordinateur, qui était un 386 à l'époque, avec 4 megs de mémoire dedans. Ben, ça a été mon premier ordinateur, puis j'avais encore mon Versabraille à ce moment-là. Puis parce que j'étais encore à ce moment-là à Jacques Ouellette, puis j'étais en cheminement particulier. Parce que là, évidemment, ils jugeaient que j'étais pas capable de faire mon secondaire et tout et tout. Puis finalement, ben, il y a un gars que je me suis fait chum avec durant tout ce temps-là, à peu près vers l'âge de 14-15 ans, qui s'appelait André Lacasse. Un bon bonhomme, un bon Jack que j'appelle de même. Parce que, évidemment, je me suis fait chum avec, puis lui, il y avait ce qu'on appelait un langage de programmation pour programmer le VB. OK. Donc, j'ai réussi à avoir ce langage de programmation-là. Il m'avait donné la disquette avec les 7 manuels qui venaient avec. Évidemment, tous en anglais. Mais c'était pour apprendre le langage de programmation en question. Et que j'ai programmé sur le Versabraille divers programmes, parce qu'à un moment donné, je m'étais fait chum, à un moment donné, avec notre ami Louis Roch, qui lui fait, je pense, encore de la musique aujourd'hui, si je me trompe, ben là, corrigez-moi, là, mais on était chum ensemble et on a fait des programmes sur le Versabraille. On a fait toutes sortes de divers programmes. On avait même fait un réveil matin. En tout cas, regarde, c'est pour te montrer que j'ai quand même développé c'est là que je me suis beaucoup intéressé à l'informatique. J'avais même fait quelques jeux sur le Versabraille aussi. Donc, j'ai fait un jeu de dés, entre autres. Louis avait fait un jeu de Simon. Un espèce de Simon. Ah oui, avec des sons. Oui, avec des sons et tout. Mais c'était vraiment génial. On était capable de faire des jeux, là. Ça, c'était génial comme patente, là, tu sais. Mais, bon, c'est comme ça que j'ai pu savoir que, durant ce parcours-là, c'est là que j'ai pu dire, ben là, moi, je veux devenir programmeur analyste. Là, ça me disait, là. Fait qu'évidemment, ben, on s'entend que à Jacques Ouellette, à l'époque, qui était rendu Jacques Ouellette, parce que c'était plus Nazareth et Louis Braille. Ouais, ça a changé, mentionner, en cours de route, en cours de route, c'est devenu Jacques Ouellette. Et le temps que j'étais en cheminement particulier à Jacques Ouellette, ben, c'est sûr que j'ai pas pu, je pouvais pas continuer. Donc, à l'âge d'à peu près 19 ans, j'ai décidé de prendre mes clics puis mes claques puis m'en aller au centre Champagnat. Et j'ai passé des tests de classement eux, m'ont classé secondaire 3. OK. Déjà au départ, ils me classaient secondaire 3. Puis ma mère était tellement découragée par l'école qui disait que j'étais donc pas capable de faire mes études, que quand elle a vu la lettre que c'était marqué secondaire 3, elle était tellement en maudit après l'école, là, qu'elle nous a envoyé la lettre. Elle nous a fait une copie, puis Kate, oui, regardez la lettre, là. Fait que, elle nous a maudit ça d'en face, comme on dit à l'école Jacques Ouellette, là, tu sais. Mais là, Miguel, si on se reporte un peu dans
dans le temps. Le versabrail, là, bon, ça avait ses très, très grosses limites, là. 32 cas de mémoire. 32 cas de mémoire, tout ça. Mais c'est pas... qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on l'oublie, le versabrail? Ben, mon nez est venu l'époque des afficheurs braille, puis des ordinateurs avec les afficheurs braille, puis Plus les portables? plus les portables, les navigateurs, entre autres, que je me souviens, les Alva Braille copains aussi, que je me souviens très bien. Ça l'a fait que on a fini par oublier le versabrail, mais moi, je reste toujours avec l'idée que le versabrail, ça peut encore faire des choses aujourd'hui. Malgré qu'aujourd'hui, c'est dépassé. Il y a un excellent traitement de texte intégré à l'intérieur de cet appareil-là. Toi, t'en as pas vraiment fait ton deuil, là. Non. C'est-à-dire, t'as pas eu le choix à un moment donné de passer à autre chose, mais c'était pas parce que J'en ai un d'ailleurs, un versabrail encore. Ça me surprend même pas. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, je me rappelle plus, il y a quelqu'un qui m'a dit que si jamais tu pouvais en avoir un autre, tu le prendrais. Absolument. Ça fait que si jamais il y en a qui nous entendent bien. Si j'ai un modèle, moi, qu'est-ce qui m'intéresserait d'avoir dans ma collection, ce serait le dernier modèle de la dernière génération, le L1D, qui permettait à la fois d'être un afficheur braille et un versabraille sans être obligé d'avoir de programme de surplus pour être capable de le faire fonctionner. OK. Donc, c'est un modèle, ça, qui serait un objet de collection bien important pour moi parce que je pourrais dire que c'est la dernière génération de cet appareil-là. Puis, il y avait aussi l'unité de disquette externe que je n'ai pas parce que la personne qui m'a donné le versabraille, c'est un vrai VB2+, avec l'unité de disquette originale. Elle n'a jamais été changée par Betacom. C'est vraiment là, le versabraille comme tel de TSI directement avec l'unité d'origine qui était là au départ. Et ça, pour moi, c'est le fun d'avoir que tout soit intégral dedans. Mm-hmm. Puis qui fonctionne encore, d'ailleurs, très, très bien. La seule chose qu'il y a, il faut que j'y fasse nettoyer le clavier parce que le clavier est sale. Fait que c'est pas mal ça qu'il y a à faire dessus, mais en dehors de ça, là, il fonctionne à merveille. La plage tactile est très belle. Tout est beau dessus. Fait que c'est ça. Ceux qui m'entendent, là, ceux qui ont un L1D, là, avec l'espèce de switch supplémentaire en arrière, parce que t'avais la switch de sécurité, mais t'avais aussi un autre switch comme un interrupteur, là, que tu bascules de gauche à droite au lieu d'être un bouton là qu'on fait juste tasser. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. Donc, puis il y avait un port série supplémentaire, justement, à cet effet-là, pour ce genre de... Fait que si quelqu'un qui m'entend puis qui en a un LED, je le veux. Je le veux. Hey, là, Miguel, là, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle, puis il faut... Alors, essayons un peu de synthétiser, là. Bon, le Champagnat, ça a eu des effets positifs. Positif, oui. Par contre, le seul effet négatif que ça a eu, et c'est l'Institut de Merce qui m'a sauvé là-dedans, parce que le seul effet négatif que ça a eu, c'est que durant que j'étais à Champagnat, j'étais motivé à terminer mon secondaire, mais le problème, c'est qu'à un moment donné est venue la fameuse exposition Dialogue dans le noir. Oui. Cette fameuse exposition dont tu as travaillé d'ailleurs. Oui. OK? Effectivement. On s'est comme un peu retrouvés, oui, là, oui, parce oui. que, bon, on avait été un certain temps sans se voir. T'es-tu d'accord avec moi pour dire que, mon Dieu, qu'il y avait des injustices dans cet emploi-là, c'était épouvantable. Ben, disons que j'ai fait des découvertes absolument à tous les niveaux, là, disons, dans ce projet. Moi aussi, j'en ai fait des découvertes à tous les niveaux, là. Surtout quand tu voyais que les employés d'Extravaganza avaient le bar gratuit en bas, puis nous autres, on était obligés de payer, là. Hey, tabarnouche, là! C'était...
plein de petites injustices de même. Là. Moi, m'a dire de quoi Gilbert Rozon, je le porte pas dans mon cœur, celui-là. Ben, il avait été spécial, mettons. Hein. Disons qu'il avait pris, faut le dire la vérité, là, il avait pris les personnes handicapées visuelles pour remettre son musée juste pour rire sur les rails, parce que Monsieur Rozon, puis ça je me souviens très bien, aux nouvelles, il en avait parlé, Monsieur Rozon s'en allait en faillite, le musée juste pour rire était sur le point de fermer, ça marchait plus trop, puis grâce à l'exposition Dialogue dans le noir et aux fameuses subventions que le gouvernement donnait pour cette exposition-là, ben c'est par rapport à ça que M. Rozon a survécu. Donc, il s'est servi ni plus ni moins de nous pour survivre. En quelque part. Et ça avait été clairement dit dans les journaux à l'époque. Ben oui. Ça a été dit dans les journaux. Il y a des journalistes qui avaient vu clair là-dedans. Ah non, c'est vraiment servi de nous. Puis évidemment, pour qu'on ferme nos boîtes à la fin, ben quand il y a eu à un moment donné un soir, je me souviens là il y a eu une espèce de partie du gala juste pour rire là qui se sont mis à parler de nous autres là pour que ça paraisse bien, là, comprends-tu? Mais bref, je trouve qu'on a été traités comme des chiens. Excuse-moi l'expression, là, mais c'est ce que je pense de l'exposition Dialogue dans le noir. On était peut-être quand même bien payés, certes, là, pour une première job, c'est sûr que d'avoir un peu d'argent en avant de toi, c'est le fun de vivre ça quand t'as juste 19 ans, mais en même temps, je calcule que si j'aurais à reculer dans le temps aujourd'hui, puis j'aurais la tête que j'ai aujourd'hui, crée-moi, on se serait pas fait traiter comme des chiens comme on s'est fait traiter là-bas. Fait que, pour ce qui est du musée Juste pour rire, là, ça a fait que quand je suis retourné à Champagnat après, ben là, j'étais plus motivé. Il aurait fallu que je tienne mon bout au début. Quand on nous a offert pour l'exposition Dialogue dans le noir, moi, j'ai dit non au début. Je voulais pas y aller parce que j'étais trop bien dans mes études. J'étais bien parti. Mon secondaire allait super bien. J'étais motivé. Puis j'avais dit au départ non. Mais c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? L'INCA est venu jusqu'à Champagnat pour essayer de nous convaincre d'aller là. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais coudonc, si pour que l'INCA se soit déplacé jusque dans nos classes à Champagnat pour essayer de nous convaincre d'aller au musée Juste pour rire, c'est parce que il y a peut-être de l'importance là, il y a peut-être de l'avenir là, tu sais. Puis tu sais, dans ce temps-là, quand t'es jeune, ben t'es un peu naïf, c'est bords, hein. Fait que, c'est sûr que moi, coudonc, il y a peut-être de l'avenir là, il y a peut-être quelque chose là. Fait que, j'y ai été, finalement, j'ai fini par dire oui. Mais aujourd'hui, avoir su, là, j'aurais dit non encore. J'aurais continué mon secondaire. Par contre, quand je suis revenu à Champagnat, puis que j'étais comme plus motivé, à un moment donné, dans le Carrefour Braille, qui était une revue qui était faite par l'Institut Nazareth Louis Braille, puis que malheureusement n'existe plus, il y a eu une annonce de l'Institut de Mers qui disait qu'il cherchait des programmeurs, il offrait à des non-voyants le programme de programmeur analyste pour ceux que ça intéressait. Donc, évidemment, moi, ça m'a intéressé. Donc, au plus haut point, j'imagine. Oui, donc je me suis dit, il faut que je fasse ça, ce cours-là. Puis là, à ce moment-là, j'avais 25 ans, puis je me disais, là, ça me tente pas de rester ces bancs d'école jusqu'à 40 ans. Parce que c'était parti pour ça. Là, je me suis dit, non. Je peux pas rester ces bancs d'école jusqu'à 40 ans, là. Faut qu'il se passe de quoi? Ça presse. Fait que là, j'ai pris les démarches de faire mon équivalence de secondaire 5 que j'ai réussi assez facilement. Parce que c'est ce qu'il demandait. Il demandait un secondaire 5 ou l'équivalent. OK. Et après, un cours de mathématiques 536, qui était pour voir à quel point tu allais être capable de suivre le cours de programmation. Parce que ce cours-là, c'était un cours de 12 jours qui était exigeant. OK? 12 jours. Il avait 2 devoirs à faire là-dedans.
puis il fallait que tu le passes, ce cours-là. Parce que si tu le passais pas, il fallait que tu le reprennes tant et aussi longtemps que tu le réussissais pas. Fallait que tu le reprennes pour réussir à passer à l'étape de programmeur analyste. Mais malgré tout, je l'ai passé sur les fesses, mais je l'ai passé. J'ai réussi malgré tout à le passer. OK. Donc, j'ai pu intégrer la classe de programmeur analyste en juillet 98. Il faut dire que entre 97 et 98, si vous vous souvenez bien, c'était-tu 98 ou 99? C'est plutôt 99, hein, je pense, l'histoire de la crise du verglas. Là. Début 98. OK, donc, c'est ça d'abord. En juillet 98, j'ai pu commencer à intégrer la classe de... Ben oui, je me souviens, dans la crise du verglas, on était en plein dedans au moment où je suis allé faire mon inscription à Demers. Puis je me souviens très bien que j'avais été voir Katia aussi au départ parce que il faut le dire que entre-temps, puis il faut pas l'oublier, il y a eu la naissance d'un enfant. Tu sais, donc, évidemment, ben, j'allais voir Katia pour voir mon enfant aussi. Fait que, évidemment, ben, Demers, j'ai dû aller à Longueuil, parce que c'était à Longueuil que ça se faisait, Demers, puis je me souviens très bien que quand je suis parti de chez Katia, puis que je suis allé à l'Institut Demers, déjà le verglas commençait à se faire, puis évidemment, ben là, c'est suivi la fameuse crise, mais par la suite, j'ai eu mon cours de mathématiques 536, puis après ça, c'est là, en juillet 98, j'ai intégré les locaux de l'Institut Demers, puis j'ai fait pendant 1 an mon cours. Bon, évidemment, il y a eu un cours que j'ai dû reprendre, qui était statistique et probabilité, qui, honnêtement, s'il y aurait eu un sens, parce que, évidemment, là, eux, encore une fois, eux aussi, là, faut que je le dise, eux autres aussi, ça allait pas trop bien, les finances, là. Fait qu'ils cherchaient de l'argent quelque part, fait qu'ils se sont encore servis de nous autres, en quelque part. Sauf que la différence, par exemple, ils se sont servis de nous autres. Il y en a beaucoup qui ont lâché. Probablement, je sais pas s'ils espéraient ça, mais il y en a beaucoup qui ont lâché. Ben, ils ont tous lâché, sauf moi. Tous? Tous! Sans exception. Mon Dieu. Tous. OK? Les gens qui étaient là, ils ont tous lâché. Sans exception. Donc, je suis resté le seul. Il n'y avait plus de non-voyants là dans la place. J'étais le seul non-voyant qui était resté pour terminer le cours de l'Institut Demers. Donc, j'ai terminé mon cours, j'ai repris mon statistique et probabilité. Mais comme on dit statistique et probabilité, on s'entend-tu, c'est un cours qui est extrêmement visuel. Quand on parle des courbes de probabilité, des qui carrés, de toutes ces affaires-là, là, ah ben oui, c'est sûr. C'est extrêmement visuel et je l'ai passé sur les fesses, malgré tout, lui aussi, là, le cours de statistique et probabilité. Il y a des cours que j'ai aimés plus ou moins, mais ça faisait partie de la méthode de programmation. Il y a un cours, entre autres, que j'ai pas chiolé, mais que je me suis dit, à quoi ça sert ça? Mais aujourd'hui, je suis bien content de l'avoir eu, ça a été le cours d'analyse. Prendre un problème quelconque dans une entreprise, puis analyser avant de programmer, dire quel langage de programmation tu vas choisir, puis à quelle fréquence que ça va prendre pour le faire. Puis ça, j'ai moins aimé ça un petit peu. Okay. Mais aujourd'hui, je le regrette pas parce que pour les petits travails que j'ai eus par la suite, ça m'a permis de m'en servir, puis ça m'a servi. Okay. Ça m'a vraiment servi. Et ça m'a servi d'ailleurs au déclic que j'arrive bientôt. Mais je suis content que tu arrives au déclic parce que nous, on va faire des petits clics-clics pour faire la pause. Puis, puis après, on va parler de ça. On va parler de tes autres emplois. Puis on va parler évidemment des logiciels libres. Oui. Parce que ça, si je t'en parle pas, je vais me faire arracher la tête. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé
de t'en parler, même si pour moi c'était une évidence que tu allais en parler. Mais bref, on fait la pause, puis on a encore plein de petits sujets. Puis je vais avoir une question un peu plus personnelle aussi, parce que t'en as parlé, ça fait que je vais me permettre une petite question. Absolument. Ça qu'on fait une pause, ça a été une émission, entre une première partie d'émission assez haute en couleur, avec beaucoup de moments d'humour. Alors on fait une petite pause, on se remet de nos émotions et on vous revient tout de suite après avec notre invité, je vous le rappelle, qui est Miguel Ross. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la pause de l'entrevue. Cette semaine, je vous fais la lecture d'un communiqué que j'aurais dû vous lire plus tôt, mais je vais vous le lire quand même puisqu'il reste des dates de disponibles. Et donc, si jamais vous voyez passer un communiqué du même genre, vous allez savoir de quoi il s'agit et vous allez pouvoir procéder. Donc, ça s'intitule « Visite guidée pour les non-voyants au Musée des Beaux-Arts de Montréal en mars ». Bonjour, 2 rendez-vous fort différents nous sont proposés au Musée des Beaux-Arts de Montréal en mars. Mardi le 13 mars à 10h30 et mardi le 20 mars à 13h. Vous consultez vos agendas, vous cochez et vous réservez si les thématiques vous sollicitent. L'invitation du 13 mars veut nous introduire à l'art et la vie de cour au Palais impérial sous le règne de Napoléon. Comme il s'agit d'une exposition temporaire, nous n'avons que 2 occasions de la visiter, avec des guides préparés pour présenter l'exposition spécifiquement aux non-voyants, le 13 mars et le 10 avril. Empressez-vous de vous inscrire car le nombre de visiteurs par groupe est limité. L'invitation du 20 mars souhaite nous faire découvrir des œuvres de l'art québécois. La collection est riche et toujours passionnante à explorer. Comme le Musée des Beaux-Arts de Montréal nous accueille chaleureusement en tenant compte de nos spécificités, manifestons-nous, ouvrons-nous à de nouveaux univers et enrichissons ainsi nos expériences. Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir. C'est un communiqué de Madame Nicole Trudeau. Elle a aussi un site internet qui est le www.nicoletrudeau-toutvoir.québec www.nicoletrudeauvoir.quebec. Rappel. Pour s'inscrire à l'une et l'autre visite des 13 et 20 mars au Musée des Beaux-Arts de Montréal, téléphonez au 514-285-2000, option 3, au moins une semaine avant la date de la visite. L'adresse du Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est le 1380 rue Sherbrooke-Ouest, hall principal. Le guide nous y accueille. Note, il est suggéré d'avoir avec soi le numéro de téléphone et l'adresse précise du musée. Chaque visiteur non-voyant ou malvoyant doit être accompagné d'une personne de son choix. Une demande d'accompagnateur peut aussi être faite auprès du service d'aide bénévole du RAM. Le numéro de téléphone est le 514-277-4401, poste 115. Chaque visiteur doit s'inscrire auprès du musée en utilisant les coordonnées ci-haut notées. S'il ne peut se présenter le jour de la visite, il doit, par courtoisie, en informer le musée.
Si les groupes sont complets, je vous suggère de laisser vos coordonnées et de demander que l'on vous contacte s'il y a des annulations. La visite est gratuite pour le non-voyant et pour son accompagnateur. La durée de chaque visite peut varier entre 90 et 120 minutes. Il est recommandé d'être au musée au moins 15 minutes avant le début de la visite afin de respecter l'horaire. Le musée Stewart accueille aussi les non-voyants le premier mardi de chaque mois. Alors, je vous invite à vous inscrire si une visite au musée des Beaux-Arts vous intéresse. C'est une visite qui est quand même expressément organisée pour nous. Et si vous avez jamais eu la chance d'aller au musée, je peux vous dire qu'avec un bon guide qui est disposé là, à vous faire la lecture des affiches là, qui accompagnent les peintures là, ou les œuvres d'art, ben, c'est toujours très apprécié. Ça, c'est mon commentaire personnel. À notre prochaine émission. David Hamel. Pour les 3 prochaines semaines, on vous amène en voyage. Première escale, l'Abitibi-Témiscamingue. On discute avec David Hamel, jeune homme hyperactif qui nous parle des moyens qu'il avait pendant sa jeunesse pour dépenser son énergie. Nous autres, à Jacques Ouellet, on nous montrait n'importe quoi. Si tu voulais marcher sur une poutre, il te le montrait comment faire. Surtout sur le boulevard Nobert, là, avec les câbles, là, tu sais, les gros câbles avec des nœuds, là, tu grimpes là, comme un singe là, dans les câbles, Oui, là, oui, les câbles oui. à Tarzan. Là, bon. Moi, je grimpe en haut de ça, puis là, plus capable de descendre. Ah ouais, descends! Ça, c'était drôle, tu sais. Moi, j'étais comme assez casse-cou. Okay. Moi, j'étais assez casse-cou, tu sais. Ouais, t'avais pas peur? Toi, Non. T'étais pas peureux? J'avais pas peur de grand-chose, disons. OK. On faisait même du vélo dans la cour d'école à Jacques Ouellet, sur le boulevard Nobert et tout. C'était cool. On faisait du vélo parce qu'on avait une cour clôturée. Et donc, on faisait du bicycle à pédale et moi, je m'amusais à changer les vitesses pour faire dérailler les chaînes de bicycle. Ah ouais! Donc, nous sommes de retour avec notre invité qui est Miguel Ross. Une petite gorgée d'eau, le temps de repartir sur ce qu'on allait discuter pour la deuxième partie de l'entrevue. Et nous voici. Rebonjour Miguel. Rebonjour. Donc, on disait avant la pause qu'on allait parler d'un projet qui s'appelait le Déclic. Ça a été ton cours en voyons comment ça s'appelait, c'était pas programmation, c'est ça? Ben oui, il y a eu de la programmation là-dedans. Là. Ça a été, je pourrais dire, mon premier emploi sérieux. En lien vraiment avec tes études? Oui. OK. Oui. Tu peux-tu nous dire un peu, je sais que sûrement plusieurs personnes connaissent, mais toi, qu'est-ce que tu faisais dans ce projet-là? Ben, d'abord, le Déclic, c'était un organisme. Donc, c'était pas un projet comme tel. OK. Le Déclic avait eu un contrat avec la Magnétothèque, maintenant connue sous le nom de Vues et Voix. Oui. OK? Qui avait besoin de prendre ces livres qui étaient sur bande magnétique, parce qu'il faut dire que les livres parlés à l'époque étaient distribués sur cassette audio, et il fallait les transformer en DAISY, en norme DAISY, donc ça veut dire les fameux CD ou les fameuses cartes SD qui vont dans les Victor. Okay? Oui, puis qu'on peut naviguer de exactement, de chapitre en chapitre, de page en page, voilà. Donc, il fallait prendre ces livres-là. Évidemment, au travers de tout ça, il y avait le traitement de son et tout et tout. C'est ça, parce que j'allais dire, il y avait des vieux livres là-dessus. Là. Il y avait des, oui, des absolument. livres qui sonnaient pas très bien. Là. Non, puis qu'il a fallu peut-être éclaircir un peu pour que ça ait une meilleure sonorité et puis tout. Là, c'était vraiment... Un assez gros défi, quand même. Oui, effectivement. C'était vraiment tout un défi. La numérisation de livres se faisait à l'aide d'un Telex, qui est un gros magnétophone à bobine à peu près aussi haut que moi, en quelque sorte. Auto. OK, c'était vraiment un gros magnétophone. Faut dire que t'es assez grand, toi, Miguel. Oui. Et
il fallait les numériser à partir d'une carte dans l'ordinateur que Telex avait sorti qui s'appelait Zing, qui permettait de séparer les 4 pistes audio et à l'aide d'un logiciel les faire de façon distincte. Donc, chaque piste devenait un wave dans l'ordinateur, mais chaque piste était divisée. Puis évidemment, pour que ça prenne pas trop de temps au niveau de la numérisation, il fallait que le magnétophone à bobine tourne à une certaine vitesse, que la carte était capable de comme décoder, puis enregistrer, puis quand tu écoutais le wave, c'était pareil comme si tu l'écouterais à la vitesse normale. Donc, c'est sûr que le magnétophone à bobine, lui, il roulait plus vite que la vitesse normale, mais la carte était capable de suivre. De suivre, exactement. Oui. Pour l'encoder, pour tout le... Pour encoder ça en wave. OK. Puis là, par la suite, ce qu'on faisait, on prenait ces waves-là, puis on les traitait, donc on enlevait tous les bruits de fond, parce qu'évidemment, une cassette ou une bobine, ça laissait quand même un bruit de fond, fait qu'il fallait enlever ça, de sorte que ça sonne correct, mais qu'il y en ait le moins possible, qu'on entende plus la voix, puis que le bruit de fond soit comme quasi absent, parce que des fois, il y a des fois où on ne pouvait pas l'enlever totalement. Totalement. Il y a d'autres fois qu'on pouvait. Vous pouviez l'améliorer là, de beaucoup. De beaucoup, oui. Mm-hmm. Puis évidemment, les bips de page, parce qu'évidemment sur une cassette, oui, il y avait ça. Il fallait les enlever. Donc on avait un procédé qu'on passait pour enlever tout ça, pour ne pas que ça reste dans la voix ou dans le... Puis la plupart du temps, ça fonctionnait, donc on se ramassait avec les livres avec aucun bip, ou des fois le bip était très faible, très peu audible. Fait que on était quand même capable de faire ça. Puis après ça, on les produisait en mode DAISY. Là, c'est sûr que je m'élaborerai pas là-dessus parce que ça risque d'être très long, OK? Mais pour faire une histoire courte, moi, ce que j'ai fait là-dedans, c'est qu'on a dû programmer un système pour ça. Un système qui permettait de faire le suivi, de facturer les livres à la magnétothèque, puis de faire aussi un suivi au niveau de la livraison. Combien de livres ont été livrés? Combien de livres étaient à l'état de vérification? Combien de livres étaient à l'état de production? Donc, tu sais, on était capable de faire un suivi. De tout le processus. De livres qu'il y avait à traiter, là. Donc, ça prenait quand même un peu de programmation en arrière de ça pour être capable aussi d'automatiser certaines tâches. Comme pour le magnétophone à bobine, dès que la bobine se terminait, il fallait qu'il y ait un processus d'automatisation qui faisait que, aussitôt que la bobine s'était terminée, la copie des 4 premières pistes, mettons que tu avais un livre à 2 bobines, la copie des 4 premières pistes se faisait aussitôt que la bobine était numérisée. Et par la suite, là, il nous demandait d'insérer l'autre bobine automatiquement, puis dès qu'on partait l'enregistrement, puis que on avait terminé l'enregistrement avec le magnétophone à bobine, puis qu'on pesait sur le bouton stop, aussitôt que les 4 autres pistes étaient numérisées, c'était copié sur l'ordinateur qui servait de traitement de son. Donc, il y avait une couple de processus d'automatisation comme ça qui se faisait pour que les livres puissent facilement se transférer d'un état à l'autre. OK. Donc, on a fait ça. Comme ça. Puis, évidemment, j'ai participé au développement de cette plateforme-là qui a fait que les utilisateurs ont pu faire leurs livres, leur production de livres et tout et tout. Donc, voilà. Et moi, comme utilisateur et lecteur de livres, je peux dire qu'il y a des livres, des fois, j'étais sûr que ça avait été fait directement en numérique, tellement que le son était bon. Là. C'est sûr qu'on essayait de faire le maximum que le son soit vraiment bon, là, puis ça a été un défi pareil, là, tu sais, quand même, là. Par contre, on n'a pas pu le compléter. Mais toi, tu as travaillé à cet organisme-là pour combien de temps? 4 ans. 4 ans. Oui. 4 ans à temps plein, là, oui. Intensif. Oui. OK. Et ça, est-ce que ça a été... qu'est-ce que tu as fait comme autre emploi par la suite, j'imagine? Par la suite, j'ai été refaire une revision de cours. J'ai été à l'Université de Montréal pour comme reviser les cours que je connaissais, mes langages de programmation que je connaissais déjà, pour m'assurer que j'avais rien oublié. OK, vraiment une révision. Donc, ça a été une belle révision. Mm-hmm. Je me suis comme remis dans le bain pour vraiment bien reviser.
Et je me suis aperçu que j'avais vraiment pas trop oublié. Par la suite, ben là, en 2014, arrive un grand changement Oui. où je m'en vais finalement à Québec. Et ça a fait des soubresauts aussi, là. Là, je veux pas que tu racontes des choses qui pourraient te mettre dans l'embarras, mais je sais quand même que ça s'est pas fait non plus de façon aussi simple. Il a fallu que je pousse pour aller dans les journaux pour que ça finisse par ça. C'est ça a quand même sorti dans les médias. Oui. Et en sortant dans les médias, c'est pour ça que j'ai pu avoir le travail, mais encore là, ils ont tout fait pour que le travail puisse pas continuer. Ils n'ont pas mis tout en place pour que ça... Ils ont fait en sorte, de façon légale, mais ils l'ont fait quand même, de façon légale pour que je puisse pas réussir mes examens, que je puisse pas avoir l'emploi. C'est quand même... c'est quand même difficile d'admettre ça, hein, quand même, que... Quand tu te fais tabletter pendant 6 mois de temps à rien faire à ton bureau, que tu pourrais aller sur Facebook puis aller prendre tes emails, là. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose que tu peux faire. Parce qu'ils m'ont pas offert d'autres choses à faire dans mes mandats. Puis qu'après ça, tu arrives à l'entrevue comportementale, parce que je faisais ce qu'on appelle un PDEI-PH, qui veut dire Programme de développement à l'embauche à l'intention des personnes handicapées. Quand tu arrives à ton entrevue comportementale, qui est supposé être un examen boni, en plus des 2 examens écrits que tu as passés, qui serait supposé t'aider à passer pour être capable de faire partie de la liste d'aptitudes des gens, et puis qui viennent dire à l'intervenante de la croisée, et même pas à moi directement, que de quoi j'avais pas donné assez de détails dans mon entrevue comportementale par rapport à mon travail, c'est normal que j'aie pas donné assez de détails. Si j'ai été 6 mois sur 12 à rien foutre. C'est ça. Donc, c'était voulu. C'était arrangé. C'était vraiment voulu. Est-ce que tu en restes amer? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi? Est-ce que... Ce qui est comique, c'est que j'ai revenu au CSPQ le 19 juin de cette année, de 2017. 2017. Puis, j'ai revenu, mais comme consultant. OK. Donc, ils se sont pas débarrassés de moi comme ça. Tu sais, peut-être que la personne qui était haute dirigeante puis qui m'aimait pas trop pensait peut-être avoir réussi, mais malheureusement pour lui, ça c'est pas tout à fait passé. Il a été obligé de m'endurer jusqu'au 8 décembre. OK. Donc, parce qu'évidemment, le 8 décembre, ils m'ont même coupé mon contrat avant le temps. Encore une autre crocherie de leur part. Ils m'ont coupé mon contrat avant le temps parce que ils ont profité de l'occasion que l'agence qui voulait me garder avec elle voulait me donner un emploi de 2 ans au ministère des Transports, que j'ai pas été retenu, mais ils ont profité de l'occasion pour canceller mon contrat parce que l'agence avait fait faire une entrevue au ministère des Transports pour que je puisse peut-être aller là. Mais comme j'ai pas été retenu, le CSPQ ont dit, c'est bien de valeur, on a coupé son contrat quand même. Donc, aujourd'hui, je suis de nouveau sur l'assurance emploi. Et je cherche un emploi actuellement. En programmation, évidemment. Oui. Donc, c'est pas mal ça le cheminement de mes emplois, si on veut. OK. Mais, bon, je t'ai pas posé la question directement et clairement. Je pense que les gens ont quand même compris que ta passion dans la vie, c'est l'informatique. Effectivement. Et tu t'en sers quand même à bon escient de cette passion-là, puis pas juste pour t'amuser, puis pas juste pour passer le temps, là, parce que là, je voudrais qu'on parle des logiciels libres, et ça, tu en fais bénéficier quand même d'autres personnes, là. Oui, le projet Visulibre, www.visulibre.org, qui est le site internet officiel, où tout est écrit
C'est ni plus ni moins un wiki sur lequel j'ai tout écrit. J'ai écrit tout ce qui se passe au niveau de Visulibre, les ordinateurs, parce que le but de Visulibre, c'est de donner des ordinateurs à des personnes non-voyantes dans le besoin, qui n'ont pas le moyen de se le payer. Évidemment, ces ordinateurs-là sont équipés de systèmes d'exploitation libre, comme Linux, qui est un système d'exploitation libre, qui est pas Windows, mais qu'est-ce que vous voulez, ces ordinateurs-là qui me sont gracieusement donnés, je suis pas pour commencer à acheter des licences de Windows pour tout le monde. Donc, il existe ce qu'on appelle des logiciels libres puis des systèmes d'exploitation libre qui permettent de faire, je dirais, à 98-97% ce qu'une personne peut faire en Windows. Surtout quelqu'un qui débute sur l'Internet ou qui veut aller voir ses Facebook puis qui veut faire des petites choses pas trop complexes, il peut utiliser Linux facilement pour à peu près tous ses besoins. OK. Donc, c'est quelque chose qui est peu coûteux, qui coûte rien, au fait. Et puis que les gens peuvent se servir, ils peuvent même se réinstaller d'eux-mêmes de façon autonome. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup de ça, parce que l'accessibilité est vraiment au rendez-vous, même dans l'installation. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien fait à ce niveau-là. Et puis, les logiciels libres comme tels, c'est une chose qui... Comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les logiciels libres qu'on fait avec les logiciels qu'on appelle propriétaires. OK. Donc, il y a des choses là, que ça coûte des fois une fortune pour avoir un logiciel. On peut avoir le même gratuit. Je vais donner quelques exemples. Oui. Si je pense à Outlook Express, qui est ou Microsoft Windows Mail, qui est un client de mail, de courriel, on a Thunderbird, qui est un logiciel libre, qui est un logiciel de courriel complètement libre, qui coûte rien. Et puis, pourquoi qu'on appelle ça un logiciel libre aussi, c'est pas seulement parce qu'il est gratuit. Parce qu'un gratuiciel, bien important, un gratuiciel ou un freeware en anglais, oui, ce n'est pas nécessairement un logiciel libre. OK. Un logiciel libre, non seulement il est gratuit, mais les codes sources sont disponibles à tous. Donc, OK. Quelqu'un qui est programmeur ou intermédiaire programmeur ou plus ou moins programmeur peut, à la rigueur, rajouter des choses dans le logiciel à sa guise, et ce, sans représailles, sans que personne vienne lui dire que il en a fait une copie, il a fait des modifications. Donc, ni plus ni moins, là, faire une autre version, une version améliorée, ou en tout cas une version plus à son goût. Oui. Sans avoir de représailles. Sans avoir de représailles, de copyright et tout et tout. OK. OK. La seule chose, et la plupart des logiciels sont sous la licence qu'on appelle GPL. Ce que la GPL demande, entre autres, c'est le logiciel, quand il a été créé par tel auteur, même si tu le modifies pour toi, oublie pas d'écrire dans ton code source, si tu le redistribues à quelqu'un, que c'est tel auteur qui l'a fait en premier. Autrement dit, tu n'as pas le droit d'effacer le nom de la personne qui l'a fait en premier. OK. Tu peux marquer que toi, tu as apporté... Tu as rajouté mais tu n'as pas le droit de changer l'auteur. OK. Ça, c'est la seule restriction qui est demandée dans la licence GPL. C'est très important. C'est la seule. C'est la condition un peu là pour pas avoir de problème. Puis... Oui. OK. Oui. Et là, c'est quoi qu'il disait? C'est que tu peux aussi, ça te permet d'utiliser des afficheurs qui sont plus anciens. Tous les afficheurs braille, le moindrement plus anciens que Windows 10 ou Windows 7 ne supportent plus. Là, on peut les récupérer. On peut les récupérer et utiliser Linux. Ah, c'est quand même pas rien, ça non plus, là. Non. Ça récupère des afficheurs braille qui, normalement, sont jetés, parce que ça, j'ai eu ça de source sûre. Ils sont jetés
où ils sont envoyés dans des pays à bas développement. Tandis que quelqu'un qui n'a pas d'afficheur braille, ben, je pense qu'il serait peut-être bien content de n'avoir un, même s'il est vieux. Puis comme tu dis, qui s'en servirait pour aller prendre ses courriels, puis faire un petit peu d'Internet, puis faire Exactement. du Facebook, puis Oui. faire un petit peu ce que tout le monde fait. Regarde, moi, à la maison, là, j'ai un vieux Power Braille 40, OK? Et il fonctionne très bien. Et je l'utilise sur mon ordinateur de bureau. Et c'est en Linux, et puis ça fonctionne super bien, puis je fais toutes les tâches aussi modernes que possible, malgré l'ancienneté de cet afficheur braille-là. Puis là, toi, on s'entend là que tu connais ça, là. Ça fait que pour que tu dises que ça fonctionne très bien, il faut que ça fonctionne vraiment très bien. Oui, absolument. Sinon, tu dirais pas que ça fonctionne très bien. Non. Regarde les vieux Libère, là, aujourd'hui, là. Oui. Qui, malheureusement, je suis sûr qu'il y en a encore à la tonne ici. Quand je dis ici, c'est à Longueuil. Ben, ils pourraient être réutilisables, ces vieux Libères-là. Il y a bien du monde qui serait content de en avoir. De ces vieux Libères-là. Un autre message qu'on passe aujourd'hui, si Oui. jamais il y en a qui en possèdent ou tu sais qui. Les vieux Libères, les vieux Alva Satellite, tous ces vieux afficheurs braille-là que normalement JAWS ou tout autre logiciel de revue d'écran ne supporte plus, ben Linux, lui, il les prend. Et ça, Donc, ça risquerait de très bien fonctionner. Oh oui, ça va très bien Ça fonctionner. va très bien fonctionner. Oui, effectivement. Miguel, j'aimerais qu'on finisse l'émission parce Oui. que malheureusement, il faut finir. Oui, absolument. Oui. Mais avant, je voudrais qu'on parle un peu très rapidement. Mais c'est toi qui en as parlé tantôt. Tu parlais que, bon, à un moment donné, tu as eu un enfant. Puis j'aimerais ça que tu nous dises un peu, parce que tu l'as eu relativement jeune. Et je voudrais savoir un peu, toi, en tant qu'homme, en tant que handicapé visuel, ça a été quoi pour toi l'arrivée d'un enfant comme ça dans ta vie? Ben, j'avoue que sur le coup, ça m'a fait paniquer un peu. Mais après, j'ai dit non, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut y aller. Parce que on peut-tu le dire, Miguel? Ton fils, il a quoi, 22 20 ans? ans, 20, oui. Ouais? Oui. Toi, t'en as 44? 4, oui. Bon, c'est que tu l'as eu à peu près À 19 ans. à 19 ans. Bon, Oui. ça fait que c'est jeune quand même. Oui, Puis, absolument. c'est que les raisons de paniquer, bon, sont quand même présentes. Hein? Ça fait que tu t'as paniqué un petit peu, puis finalement, ben, 22, oui. 22 ans. 22. Oui. Et je pense que tu t'es accroché à 19 ans, hein, parce que tu parlais du musée juste pour rire tantôt. Ben, justement, à ce moment-là, Olivier est né. C'est ça, mais tu devais avoir un petit peu plus. C'est ça, t'avais pas 19, t'avais 21, 22, parce que moi, j'avais 19. OK, donc, Dans le peut-être. temps du musée, Peut-être. juste pour rire. Mais bon, ça fait donc, t'as paniqué un peu, puis c'est quoi qui a comme fait diminuer la panique? Ben, c'est moi, là, qui me suis repris en main, qui a dit non, on fait pas ça, là. C'est, le mal est fait, faut tu sais, le mal est fait dans le sens que, tu sais, qu'est-ce que tu veux, quand t'es jeune, là, des fois, tu joues avec le feu. Puis, ben, quand tu joues avec le feu, ça brûle. Fait que, Tu t'es brûlé. je me suis brûlé, puis garde, c'est comme ça. Tu sais, je me suis dit, il faut prendre ses responsabilités. C'est ça, on se relève les manches. C'est ça. Puis on va être Exactement. capable. Oui. Puis Voilà. oui. Tu sais, c'est exactement ça. On se relève les manches, on va être capable, puis de toute façon, je suis pas le gars qui aurait dit, comme malheureusement dans la société, puis je dis en général, je vais mieux le préciser ici, qu'il y en a certains qui font qu'ils vont demander à leur blonde de se faire avorter parce qu'ils sont pas prêts. Puis ça, je trouve que ça fait lâche. Je trouve que c'est pas sain. C'est plate parce que on voit que la personne veut s'enlever la responsabilité dessus le dos. Mais Quand là, dans le fond, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a fait l'acte en quelque part, là. Tu sais, OK, je suis d'accord, l'acte, ça se fait à deux, oui, là. mais qu'il y avait quand même Mais une quand même, il y a une responsabilité responsabilité dans ça, pareil, là.
Fait que, regarde. Oui, mais là, tu dis ça à 44 ans, puis c'est ce que tu t'es dit à 22 ans. Exactement. C'est qu'à 22 ans, tu avais déjà cette maturité-là. Oui, là, j'avais cette pensée-là. Tu avais oui. déjà compris ça, puis c'était déjà ça que tu Oui. que t'as Bon, fait. c'est sûr que j'ai paniqué sur le coup quand je l'ai su, mais après, j'ai dit, bon, écoute, c'est là, on peut pas revenir en arrière, puis ça me tente pas de revenir en arrière, De toute façon. tu sais. Puis, ça me tente pas de faire comme les autres, qui disent à leur blonde, ben, faut te faire avorter, là, moi ça me tente pas, là, puis ils finissent par laisser la personne, puis s'en retrouvent un autre, là, non. Ça me tentait pas de faire ça, ça me tentait pas là, de jouer l'irresponsable comme ça. OK. Tu sais, malgré que, bon, on s'entend, j'étais plus avec elle à ce moment-là, mais même si j'étais plus avec elle, c'était pas une raison. Tu sais, de m'en défaire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé que mon enfant, j'allais essayer de l'élever du mieux que j'ai pu. C'est ce que tu as fait. Exactement. Et bon, ça n'a pas dû être facile tous les jours, mais Non, mais c'est il fait. fallait ce qu'il fallait. Oui. Tu sais? Et pas plus revenir en arrière aujourd'hui. C'est pas le but non plus. Non. Voilà. Avant de terminer, j'aimerais juste dire aux gens, pour ceux qui veulent me rejoindre Oui. pour le projet Visulibre. Donc, sur le site, c'est visulibre.org. L'adresse email, c'est info@visulibre.org. Donc, si vous avez des questions sur le logiciel libre, des choses que j'aurais peut-être pas dites ici, ben, vous pouvez toujours venir me recontacter via cet email-là, puis moi, je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir. Puis, je suis prête même à aider. Donc, ça va me faire un grand plaisir d'aider les gens qui restent à Longueuil ou qui restent... Parce qu'on peut dire que le projet Visulibre, il est à travers la province. C'est pas seulement... OK. Ça, c'est pas juste pas juste à Longueuil, Québec. c'est pas juste Québec. Non. Ça peut être plus large que ça. Oui. OK. D'ailleurs, on a livré un ordinateur, puis ça, faut que je l'écrive dans le site de Visulibre, on a livré un ordinateur en Estrie. Bon, tu vois quand même. Donc, cet ordinateur-là, il a été livré à une personne qui en avait grandement besoin parce que son portable était en train de lui lâcher, puis la personne a voulu avoir un ordinateur de table, on lui a livré. Et puis, j'ai eu 5 ordinateurs de table de la part de l'entreprise Insertec qui sont venus, qui m'ont donné gracieusement ces ordinateurs de table-là. Donc, ces 5 ordinateurs de table-là, ils n'y sont plus. Ils ont parti comme des petits pains chauds parce que c'était quand même des machines qui avaient quand même du cœur au ventre. C'était des bons processeurs. C'était sûr que c'était pas d'aujourd'hui, c'était pas le dernier cri, mais c'était quand même des processeurs qui tiraient déjà pas mal. Et puis, comme Linux prend peu de ressources, ça faut le dire aussi, c'est un système qui est très léger, donc automatiquement, ben quand tu prends peu de ressources, ben ta machine risque d'être plus rapide aussi en même temps. Donc, j'ai donné cet ordinateur-là en Estrie. Puis évidemment, ben une dernière chose que je voudrais dire ici, c'est que en mai, le 2 mai de cette année, Oui. il y a la DTE. La DTE, que je me souviens plus exactement l'acronyme pour les lettres, mais c'est un organisme qui encourage les logiciels libres au niveau de l'entreprise et ils font un colloque à toutes les années. OK. Et je vais participer à ce colloque-là. Je vais avoir une table d'exposants pour Visulibre. Le but ici de la table d'exposants pour Visulibre est de démontrer nos produits et de montrer aux entreprises que c'est possible d'aider des non-voyants parce qu'évidemment, les gens qui vont être à ce colloque-là, la plupart, ça va être du monde d'entreprise. Donc, nous, on veut faire une image auprès des entreprises pour qu'on puisse se faire donner des ordinateurs de ces entreprises-là qui ne savent que faire avec. C'est ça. Et qui pourrait avoir une deuxième vie. Là. Exactement. À des non-voyants qui n'en ont vraiment besoin. Donc, c'est le principal projet principalement, là. Ma job actuellement, là, c'est principalement ça.
c'est le projet Visulibre que je prends soin, puis que malgré que je travaillais, j'ai toujours trouvé le moyen de trouver du temps pour ce projet-là. Donc, ça te tient vraiment à cœur. Oui, c'est très important pour moi d'aider ces gens-là qui, justement, ont pas la chance de se payer un ordinateur vu qu'ils sont la plupart sur l'aide sociale parce que malheureusement, on s'entend que pour nous, les non-voyants, de se trouver un travail, c'est pas évident. Donc, ces gens-là sont la plupart, en tout cas, à date, j'en ai 6 dans Québec qui n'ont et qui sont très satisfaits et très contents parce qu'il y en a qui avaient pas l'Internet avant parce qu'ils n'avaient pas le moyen de s'acheter un ordinateur. Puis aujourd'hui, ils l'ont par rapport à moi. Donc, tu sais, c'est... Ah oui, puis de toute façon, il y a une tonne d'ordinateurs qu'on sait pas quoi faire avec. Ben voilà. Que souvent sont entassés dans un coin, puis que ça sert plus, puis que on les jette pas, mais on fera rien avec. Là, ben, à un moment ça donné, pourrait servir. vous finissez par les jeter ou les envoyer à l'éco-centre. C'est ça. Donc, c'est sûr que c'est un autre message que je passe ici. S'il y en a qui ont des ordinateurs à donner, donnez généreusement. Donnez généreusement. On a un centre pour ça. On est situé à Québec au 523 Louis XIV à Charlesbourg. Donc, ceux qui veulent venir distribuer des ordinateurs, on est là tous les samedis de 9h à 4h30. On est là. Donc, pour ceux que ça intéresse, ben, ils peuvent venir aussi pour voir ce qu'est Linux. Et puis ceux que ça les intéresse d'avoir un ordinateur, parce qu'ils n'en ont pas, ils vont en avoir un, c'est garanti. On les donne directement à la personne. On l'assiste. On lui montre son ordinateur en lui donnant son nom d'utilisateur. On lui met vraiment son ordinateur personnalisé à elle, puis on lui donne après. Fait que... Mais là, les gens peuvent de toute façon communiquer avec l'adresse que tu as donnée tantôt. Oui. Et tu peux la redire? info@commercialvisulibre.org. Voilà. Donc, si les gens, vous voulez communiquer avec Miguel, vous écrivez, vous vous gênez pas. Et moi, Miguel, je te remercie beaucoup pour cette entrevue-là. Ça a été à la fois très, très enrichissant, très divertissant. Ça a été vraiment un plaisir qu'on prenne le temps, que tu prennes le temps, parce que t'es très occupé ces temps-ci aussi. T'es de passage, puis on a pris la soirée finalement pour faire l'entrevue. Et en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Ben, moi aussi. Et je vous remercie les gens à la maison. Je vous invite à vous aussi continuer à nous écrire, à nous faire part de vos questions, de vos commentaires. Et on se revoit très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Merci encore une fois Miguel et merci à tout le monde. Bye bye tout le monde.